Donc, je vais commencer par dire la diversité et ce qu'il y a de plus universel. Très important, diversité et universalisme, ça ne rime pas ensemble, mais si on regarde les sociétés humaines depuis la nuit du temps jusqu'à nos jours, on voit que toujours il y a une question de diversité des populations et toujours le problème de la gestion de la diversité s'est posé à toutes les sociétés. C'est pour cela que je dis la diversité est ce qu'il y a de plus universel. On a peur de la diversité, on a l'impression que la diversité c'est insupportable, que c'est une nouveauté liée à des phénomènes récents. Non, depuis la nuit des temps, les humains présentent la caractéristique à la fois d'être des loups les uns pour les autres et d'autre part de ne pas se passer les uns des autres pour pouvoir vivre leur humanité. Et c'est pour cela que pour moi, les sociétés monolithiques n'existent que dans les rêves totalitaires ou des utopies, qui restent des utopies douces. Quand vous lisez les utopistes, on rêve d'une société harmonieuse où tout le monde est une société de semblables. Ça n'existe pas. Il n'existe que des sociétés de différents. Mode de gestion de la diversité. Alors, l'un des aspects de la diversité, c'est la diversité culturelle et religieuse. Là aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on revient aux Grecs anciens, il y a les Grecs et les barbares, ceux qui ne parlent pas grec. Donc déjà, une manière de percevoir la diversité culturelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, les Grecs avaient 3 mots pour désigner le peuple. Premier mot, c'est le démos. C'est le peuple qui est formé uniquement des citoyens, c'est-à-dire uniquement des hommes libres. Deuxième mot, c'est ethnos, les peuples définis culturellement, les Grecs, les Perses et les autres barbares, qui ne parlent pas le grec. Et le troisième, c'est le laos ou le laïkos, qui veut dire le peuple sans aucune détermination. On y reviendra à la fin de la conférence quand on parlera de laïcité. La laïcité, c'est réfère à cela. Donc, c'est l'être humain indéterminé culturellement et indéterminé politiquement et indéterminé socialement. Parce que quand on parlait distinguer le démos, et dans la cité grecque, les gens sont libres et égaux. Contrairement à la société domestique où les gens ne sont ni libres ni égaux. Et l'une des anciennes définitions de la société civile, c'est l'opposition entre précisément la société civile constituée de membres libres et égaux et la société domestique où on n'est ni libre, il n'y a que celui le chef qui est libre et les autres sont égaux dans l'absence de liberté, mais par ailleurs hiérarchisés, une société hiérarchisée. L'homme libre et l'esclave, l'homme et la femme, les parents et les enfants. Donc tout cela fait qu'on oppose, et on l'oublie souvent aujourd'hui quand on parle de société civile, que quand on veut intégrer dans la société civile les communautés tribales, religieuses, villageoises, structurées par l'inégalité et l'absence de liberté, on veut les intégrer dans la société civile. Très important de rappeler que ça ne peut pas marcher. Et les seuls qui font la distinction très importante dans le monde arabe entre société civile et société entre guillemets indigène.
Hey, hein, c'est le terme qui est. Ce sont les Libanais et les Syriens qui sont confrontés à des sociétés très structurées, outre l'appartenance à la cité-État, l'appartenance à des communautés confessionnelles et tribales qui bloquent l'émergence de l'individu, et des libertés individuelles et les notions d'égalité. Je ferme cette parenthèse, c'est un mode de gestion de la diversité traditionnelle, chacun dans sa communauté. Les minorités, ils ont le choix entre deux solutions. Soit renoncer à leurs différences, qu'elles soient culturelles ou religieuses ou autres, et là, ils peuvent accéder à un vivre ensemble sans frontières avec les autres. Soit, s'ils ne se plient pas à la volonté du plus fort qui, lui, domine la cité, l'extermination ou partir. En France, au Moyen-Âge, il y avait un principe pour la diversité religieuse, c'est qui jus regio et jus religio. Un prince, une religion. Vous adoptez la religion du prince ou vous partez ailleurs. Rejoindre un royaume dont le prince est de votre confession. Les guerres de religion, c'était un mode de gérer la diversité. Et quand on a besoin quand même de populations qui sont différentes, parce que parfois on n'a pas le choix, on les cantonne dans des territoires spécifiques, avec leurs institutions spécifiques, avec leurs cimetières spécifiques, lieux de culte spécifiques, mais ils doivent être discrets pour les minorités. La guerre, par exemple, entre les dominants et les dominés, c'est la hauteur des lieux de culte. Vous reconnaissez la communauté hégémonique dans un endroit à la hauteur de son lieu de culte. Et par exemple, quand j'ai parlé du Liban et de la Syrie, quand vous arrivez à un village dans la montagne libanaise ou dans les montagnes alaouites, ce qu'on appelle, vous identifiez la communauté hégémonique par la hauteur de son lieu de culte. Et c'est bien partagé par toutes les communautés. Maronites, alaouites, sunnites, druzes, orthodoxes, pareil, vous identifiez le village, l'identité religieuse du village à travers la hauteur de son lieu de culte. Cela vous donne une idée des modes de gestion traditionnels de la diversité. Donc, soit on se convertit, soit on part, soit on est exterminé quand il y a des périodes de crise. Et on est sujet à des persécutions. Vous avez entendu parler des ghettos, des quartiers réservés à des communautés, à la fois pour les protéger de l'extermination, mais en même temps pour protéger la société de la contamination de leur culture. Hein, les deux, il y a les deux. Celui qui est cantonné dans un ghetto ou dans un quartier, dans un terroir
qui lui est spécifique. Lui-même, il le veut, surtout les autorités, pour préserver son identité. Ou c'est aussi la société qui lui impose cela pour éviter les contacts. C'est une manière de gérer la diversité. Les démocraties modernes ont voulu rompre avec cela et souvent, avant l'adoption de constitutions démocratiques ou simultanément à l'adoption de ce texte, il y a eu des déclarations de droit émancipant ceux qui étaient minorisés et exclus. Et ces déclarations de droit sont la base de la gestion de la diversité dans le respect de ces déclarations de droit, bien avant la déclaration des droits humains et des droits des citoyens. Il y avait d'autres anciennes déclarations, comme l'édit de Nantes, par exemple, déclaration de droit en Hollande au XVIe siècle, des déclarations qui ont précédé. En Tunisie, on a eu le pacte fondamental avant l'adoption de la première constitution en 1861. Donc c'est toujours, et généralement, mais c'est ce qu'on oublie, et ces déclarations de droit sont des préalables à la constitution des États démocratiques. Et les déclarations doivent être intégrées dans la Constitution. Et la Constitution doit traduire l'esprit de ces déclarations. Parfois, on l'oublie aujourd'hui. On fait des constitutions avant d'établir des déclarations de droit. En Tunisie, on est en train d'expérimenter cela, par exemple, après une révolution. On n'a pas pensé à l'importance d'une déclaration de droit comme préalable à l'élaboration de constitution. Ce qui a fait perdre, au lieu de faire la constitution en 1 an, on a mis presque 3 ans. Hein. Et il a fallu des querelles sur les questions de droit. Et si on n'a pas résolu ce problème des querelles sur les questions de droit auparavant, on n'aurait pas adopté la constitution. Et la société civile a joué un rôle très important dans ces consensus préalables à l'adoption de la Constitution, plus que les constituants eux-mêmes. Les constituants étaient un obstacle à l'adoption de la Constitution parce qu'ils n'ont pas intégré que, avant l'adoption d'une Constitution, il faut un consensus sur les notions de droit qui sont un préalable à la Constitution. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui qui naissent à la démocratie, dans la guerre civile, dans l'anarchie, sont confrontés aux mêmes problèmes auxquels les Tunisiens ont été confrontés. Ils restent encore confrontés, malgré la Constitution, ils restent encore dans l'esprit des régions, des tribus, des communautés plus ou moins exclusives, enfermées sur des identités exclusives. Alors vous allez me dire, j'arrive là à notre sujet, la mondialisation. La mondialisation a aggravé, elle a montré les limites des modèles adoptés avec l'avènement de la démocratie dans les différentes sociétés démocratiques. Qu'il s'agisse de modèles où le préalable à l'égalité et à la liberté et à l'accès au droit est de renoncer à son particularisme, ce qu'on appelle, par exemple, dans ce qu'on appelle le modèle français, l'assimilation, l'obligation de ressemblance, le modèle du citoyen universel, tel que conçu par la Révolution française. C'est ça, l'universalité, c'est moi, toujours. C'est le problème que pose la question de l'universalité, l'ethnocentrisme, qui pose un problème à la gestion de la diversité. Et il va s'exacerber avec la mondialisation.
soit les modèles héritiers qui prolongent un peu les modèles traditionnels par les communautarismes. Les millettes deviennent des communautés, à la fois ils sont reconnus citoyens, mais ils gardent leur communauté et parfois leur institution communautaire. Parfois ils vont jusqu'à revendiquer un droit spécifique, qui leur est spécifique, et donc des juridictions qui leur sont spécifiques, comme dans l'ancien monde, comme là, dans le monde antérieur à l'avènement de la démocratie. C'est bancal. Quand est-ce que je suis citoyen? Quand est-ce que je suis membre de la communauté? Le statut du citoyen est-il au-dessus du statut de membre de telle ou telle communauté, ou c'est le statut de membre de telle ou telle communauté qui est au-dessus de la citoyenneté? Les lois de la communauté, les normes de la communauté, les coutumes de la communauté, la culture de la communauté est-elle au-dessus des lois de la République, de la cité, du vivre ensemble, ou elle est conditionnée, son acceptation est conditionnée par l'acceptation de ce qui est commun à tous. Et donc elle est soumise à cela. Je crois qu'au Canada, vous êtes confronté à ce problème-là. Hein? Vous avez des communautés qui demandent même des juridictions qui leur sont propres, des lois qui leur sont propres, hein? Des régimes matrimoniaux qui leur sont propres. Ils leur sont reconnus d'ailleurs dans certaines régions. Avant les Juifs et les musulmans, les Amish, les Salt Lake City, comment ils s'appellent ces communautés qui habitent, les Mormons, hein, ils ont leur propre législation, leur propre juridiction, leur propre statut matrimonial qui est différent de celui des autres États en Amérique. Mais j'ai remarqué qu'il y a aussi au Canada donc, ces communautés, et dans le cadre des accommodements raisonnables, s'est posé la question de reconnaître les juridictions spécifiques, comment tolérer la différence jusqu'à reconnaître des droits spécifiques, des statuts spécifiques différents selon l'appartenance à telle ou telle communauté. La mondialisation, comme j'ai dit, elle est venue déjà, le modèle jacobin français a été remis en cause par De Gaulle lui-même dans son discours à Lyon en 1969, où il dit il faut faire son deuil de l'État jacobin. Aujourd'hui, il faut tenir compte. Il a commencé par les régions. Et il y a eu une grande opposition à la régionalisation, à la décentralisation en France, au nom de la République une et indivisible. Et donc, soit on intègre, renonce à ses spécificités pour jouir des droits de l'homme, et je mets homme entre guillemets parce que c'était ça, c'était l'homme et c'était pas l'humain, comme on dit aujourd'hui, hein, les Français, quand on leur dit droit, oh mais c'est l'homme générique qui a exclu les femmes jusqu'en 1846 du droit à la citoyenneté, et même d'autres droits jusqu'aux lois Simone Veil en 1975. Mais l'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'a interpellé à l'université de Laval quand j'ai dit le sort qui a été réservé à Olympe de Gouges. Il m'a dit Olympe de Gouges, mais c'était les droits de la femme bourgeoise, c'est pas le droit de la femme qu'elle réclamait. Et je me dis, oh, Karl Marx avait dit la même chose pour les déclarations des droits humains. C'est les droits de l'homme bourgeois, c'est pas les droits. Et on sait ce à quoi a abouti cette interprétation de la déclaration des droits humains et du citoyen. Les droits humains et de la citoyenneté, c'est beaucoup mieux. Hein? C'est encore mieux. Voilà. Donc, il y a une crise, aussi bien du modèle français que du modèle qu'on appelle le modèle communautariste anglo-saxon.
indépendamment des populations venues s'installer et se sédentariser du fait des flux migratoires liés à la mondialisation. Indépendamment de cela, il y avait une crise. C'est des modèles qui étaient forgés à un moment donné, dans un contexte donné, sous la pression de facteurs déterminés. La société a évolué. Je vous donne un exemple. En France, il y a eu mai 68. Avec mai 68, il y a eu le droit à la différence. Avec le droit à la différence, il n'est plus question des blues et des disciplines scolaires, inspirées d'ailleurs du modèle des jésuites. J'ai un collègue, Guy Vincent, qui a écrit sur les disciplines scolaires et le modèle scolaire et comment il a été inspiré, du modèle des jésuites de la formation. Entre autres, l'adoption de la blouse. Et après mai 68, il n'était plus question d'avoir un uniforme. Le droit à la différence a mis, et c'est dans le cadre de cela qu'on a petit à petit remis en cause. Vous savez que la déclaration européenne, la Convention européenne des droits humains, son auteur est un Français, René Cassin. Mais la France s'est opposée à l'adoption de cette Convention européenne des droits humains parce qu'elle l'a jugée incompatible, antinomique avec son modèle jacobin, pour qui les différences, si elles existent, c'est dans la sphère privée, pas dans la sphère publique. Or, la Convention européenne des droits humains, article 9 et article 10 et 11, parle: la liberté de conscience implique le droit de manifester son appartenance en public et en privé, individuellement et collectivement. C'est la Convention européenne des droits humains. Il y a une raison pour laquelle la France, encore fidèle au modèle jacobin, a refusé de ratifier cette convention dont l'auteur est René Cassin jusqu'aux années 70. Avant les années 70, il y a eu mai 68, droit à la différence, interdit d'interdire, et il y a eu le discours du général de Gaulle à Lyon en 69, mettant fin au jacobinisme comme modèle social. Après cela, sous Giscard d'Estaing, la France adopte la Convention européenne des droits humains sans débat préalable sur les raisons pour lesquelles on a refusé de la ratifier jusqu'alors et sur l'implication de son adoption. Moi, je me souviens, j'étais à Lyon dans les années 70. Vous n'étiez pas né, vous. Mes collègues n'étaient pas encore nés à cette époque-là. Donc, dans les années 70, j'ai vu des manifestations réclamant, comment il s'appelle, Olivier, d'Action Directe, qui transformait ses cours au lycée en embrigadement pour Action Directe. Il a été arrêté et condamné, grève des enseignants demandant la liberté de l'enseignant de faire ce qu'il veut dans son enseignement, interdit, au nom de interdit, il est interdit d'interdire. On a même Max Frérot, qui était un autre terroriste Action Directe, était l'élève de Olivier, formé dans le lycée avec les cours. Au nom d'interdit, il est interdit d'interdire, on n'est plus lié par le dogme jacobin ou de la Troisième République, on n'enseigne pas ce qu'on veut. La laïcité s'impose aux enseignants, pas aux élèves, pas aux parents d'élèves, selon les termes de la loi de 1905, sous la Troisième République. On commençait à remettre ça en cause. Quand Giscard d'Estaing adopte la Convention européenne, ça passe sans débat, comme il est à la poste. Jusqu'au jour
où on a vu, et d'ailleurs dans ce cadre-là, on a commencé à aménager les horaires scolaires pour tenir compte du Shabbat, par exemple, pour tenir compte des fêtes religieuses particulières à certaines communautés. Là où on réalise qu'on est allé très loin, c'est lorsque dans les années 80, sédentarisation de la population de culture islamique en France, et ils commencent à demander la même chose que les autres. Et on a vu à la fin des années 80, à côté d'autres signes, apparaître le foulard, dit islamique. Alors, je dis dit islamique parce que l'islam ne dit rien. Certains parlent du foulard coranique sur la question. J'ai écrit des articles qui sont repris d'ailleurs dans ce livre qui est paru ici, de l'islam d'hier et d'aujourd'hui. Donc sur cette question, pour montrer que il n'y a rien. Donc à ce moment-là, on s'est rendu compte que le modèle français fout le camp, le modèle républicain fout le camp. Oui, mais cette prise de conscience était en rapport avec certains signes particuliers, avec une population particulière, et donc elle relève d'une forme de réflexe de peur. Et non pas, j'ai dit, si dans les années 70, avant d'adopter la Convention européenne des droits humains, on a discuté calmement, les députés, les sénateurs, la société, il y a eu un débat sur les implications. On n'aurait pas eu cette réaction de peur qui va servir de cadre à la gestion, une nouvelle forme de gestion à la diversité. Et les peurs sont réciproques. Les musulmans ont peur de perdre leur identité et ils s'accrochent à certains signes qu'ils croient symboliques de leur identité et c'est un signe de peur. Et la société française réagit par la peur en stigmatisant une population et en ciblant certains signes d'appartenance plus que d'autres. Et le débat n'est pas encore fini. En Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs, c'est pareil. Le modèle communautariste, on commence à en voir les limites depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'acceptation de l'État-providence au lendemain de la guerre, l'acceptation de la théorie de Keynes sur l'importance du rôle social de l'État dans la préservation du lien social et donc dans la gestion de la diversité, et en rupture avec le dogme libéral classique, l'État, son rôle doit s'en cantonner dans laisser faire, laisser passer, organiser la liberté de concurrence du marché, et quand on leur dit et les exclut de l'économie du marché, de la loi marché, qu'est-ce qu'il leur reste? Les libéraux, tous les libéraux, français, britanniques, américains, répondent de la même façon que Guizot. Les grands de ce monde n'ont qu'à soulager par la charité les peines des petits de ce monde. Ou Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique. Le lien social, c'est à la religion de s'en occuper. Le modèle classique. Keynes, après la crise de 29 et les conséquences de cette crise dans les années 30, a réussi à convertir le libéralisme à la nécessité d'un État-providence qui joue un rôle social et qu'on ne peut pas laisser le lien social seulement à la charité et à la religion et aux différentes communautés. Parce que la religion, ce n'est qu'un paramètre de communauté. Ce qu'on appelle les peuples indigènes, ce n'est pas seulement religieux.
c'est aussi culturel. Donc, la crise était déjà là, la mondialisation va l'aggraver. Pourquoi elle va l'aggraver? Parce que il y avait des mouvements migratoires auparavant. Mais les mouvements migratoires étaient des mouvements migratoires jusqu'au XXe siècle, au début du XXe siècle, de proximité. Des mouvements proches culturellement, proches sur le plan religieux. On intégrait facilement les Polonais et les... ou encore aujourd'hui, on dit qu'on les intégrait facilement, parce que quand on revient à ce qui est arrivé à l'histoire de l'intégration des Polonais, des Italiens, des Portugais, hein, et des autres populations européennes jusqu'aux années 30, et quand on le relit le discours qui parlait de ces populations, sont des faits-guerre de ce qu'on dit aujourd'hui sur les autres. Mais je vous donne un exemple. Quand on a créé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en France l'Office des migrations internationales, l'OMI, Général de Gaulle avait parlé de la nécessité, l'impératif migratoire pour la France pour la reconstruction. Et il a exprimé le souhait que les migrants viennent des populations européennes plus faciles à intégrer. Sauf que les pays européens étaient confrontés au même impératif de reconstruction au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, entre l'immigration souhaitée et l'immigration disponible, on s'est rabattu sur l'immigration disponible. L'immigration disponible, c'est l'immigration des colonies. Et on assiste à un changement de plus en plus important de la composition de l'immigration au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec les 30 Glorieuses, et avec les 30 Glorieuses qui permettent d'intégrer tout le monde. Quand l'économique va, et quand le social va, on peut organiser, avec l'état de providence en plus, il y avait la possibilité. Et puis, cette immigration-là, elle n'était pas destinée à être assimilée comme l'immigration italienne ou l'immigration. Mais le même problème se pose partout, dans les autres pays. Ces nouvelles populations, on dit, ils sont pas destinés, ils sont là provisoirement. On leur construit d'ailleurs des cités de transit, souvent proches des lieux de travail, pour éviter à la fois et eux aussi sont contents. Et eux aussi, ils vivaient dans le mythe du retour. Et ça les arrangeait d'avoir un dortoir, des garnis, des meublés juste à côté de l'usine. Ça lui évite de faire le transport et économiser le maximum pour rentrer dans le pays par la suite. À ce moment-là, il n'y avait pas de demande culturelle, religieuse spécifique. Et s'il y a ces demandes sont là, elles sont adressées aux pays d'origine, aux autorités des pays d'origine, aux consulats, aux ambassades et aux amicales. C'est elles qui s'en occupent. On n'a rien, on est là de passage, on est des hôtes, on respecte les règles de l'hospitalité, on n'a rien à demander, on est venu pour travailler, on travaille, on fait des économies et après on va repartir. Oui, sauf que, avec la fin des 30 Glorieuses, beaucoup de mythes s'effondrent. Le mythe du décollage économique dans les pays du Sud. Le mythe du retour des migrants. Même avec une aide. Même avec des millions pour aider au retour. Coincés entre deux crises, les migrants choisissent celle qui a des effets moindres pour eux. Malgré la montée de la xénophobie dans les années 70,
les mouvements d'extrême droite ont commencé dans les années 70 à se développer dans les années 70. C'est pas par hasard. La fin des 30 glorieuses, elle est difficile pour tout le monde. Hein? Le chômage, c'est pour tout le monde. Il y a des difficultés, donc on cherche le bouc émissaire qui est responsable du chômage, de la faillite des caisses d'allocation, des caisses d'assurance, etc. On cible l'immigré. Et malgré la montée de la xénophobie, les difficultés liées, les migrants choisissent de se sédentariser. Et l'immigration qui était essentiellement une immigration de main-d'œuvre devient une immigration familiale. Quand on fait venir femmes et enfants, ce qu'on a mis entre parenthèses jusqu'alors, en termes de demande culturelle et religieuse, on ne peut plus continuer à le mettre entre parenthèses. On commence à demander des cours de langue et de culture pour ces enfants d'origine. Et on commence à demander des lieux de culte. Quand on était un migrant célibataire, on se disait l'islam populaire. Quand je serai vieux, avant de faire le retour définitif au pays, je fais un détour par la Mecque, je fais le pèlerinage, Dieu efface tout, c'est l'amnistie, et alors je me consacrerai à ma vie religieuse après. D'ailleurs, dans les proverbes populaires, quand quelqu'un, avant on disait, celui qui se marie a acquis la moitié de sa religion. Et il lui reste à acquérir l'autre moitié, parce qu'on est casé maintenant, on ne peut plus se permettre les 400 coups, comme on faisait avant, hein, le mariage. Ceux qui ont les moyens peuvent aller, même après le mariage, continuer à vivre en pariant sur le pèlerinage. Et certains font plusieurs pèlerinages. Les tentations de la vie font que, après le premier pèlerinage, ils succombent. Allez, on fera un deuxième pèlerinage, et après un troisième et un quatrième. C'est ça l'islam populaire, comme dans toutes les religions d'ailleurs. C'est concilier ce qu'on croit avec ce qu'on vit. Et l'immigré se console en disant, avant de faire un retour définitif et me consacrer à l'acquisition de l'autre moitié de ma religion, je ferai un détour par la Mecque, comme font les autres. Hein? Et Dieu, clément et miséricordieux, va effacer, la miséricorde divine va me permettre d'effacer tous mes péchés. C'est ça. Donc, là, il ne peut plus continuer à tricher. Il a fait venir femmes et enfants. Vous savez, les enfants, on ne les fait pas par amour de l'espèce humaine. On les fait souvent par égoïsme. On veut se prolonger à travers sa progéniture. C'est une manière de vaincre la mort. Et on fait tout pour que nos enfants nous ressemblent. Et parce qu'on fait tout pour que nos enfants, on veut leur transmettre nos traditions, notre culture, notre langue, etc., notre religion. Et c'est pour cela qu'il y a eu les demandes de langue et de culture d'origine. Et puisque la Convention européenne des droits humains, la Déclaration des droits humains, la Déclaration universelle des droits humains, parle du droit à une vie familiale. On ne peut pas interdire le regroupement familial, puisqu'il y a le droit à une vie familiale. Donc, on accepte. Et on dit, les cours de langue et de culture d'origine, c'est pour faciliter l'intégration des enfants après dans leur pays de retour. Et on a monté des cours en s'appuyant sur les pays d'origine, sans aucun regard sur le contenu de ces cours, ce qu'on a appelé les cours de langue et de culture d'origine, pour des enfants soumis à un double système scolaire. Incompatible. Ou déjà, Guy Vincent, dont j'ai parlé tout à l'heure, parlait de facteurs d'échec scolaire qu'est le sentiment de contradiction entre ce que l'enfant considère sa culture, c'est-à-dire sa culture familiale, et la culture diffusée par l'école. Et que Guy Vincent, il travaillait sur les Stéphanois faisant des études à Lyon.
les gens du Massif central faisant des études à Lyon ou à Paris. Que dire quand il s'agit d'enfants venus, la culture, hein, et que dire en plus la contradiction qui est là, qui était un grand facteur d'échec scolaire en France. Elle va s'exacerber avec les cours de langue et de culture d'origine, confiés à des enseignants qui ne connaissent rien à la société française, à la société allemande, à la société hollandaise, à la société britannique. Je ne sais pas si au Canada c'est la même chose, on fait venir des enseignants des pays d'origine pour les cours. Il y a de tout, on bricole en fait. On bricole. Mais en France c'était organisé, en Europe c'était organisé, c'est avec les pays d'origine, les Turcs, les Maghrébins, les Sénégalais, les Algériens, les Tunisiens, tous venaient. C'est des gens qui eux-mêmes ne sont pas intégrés. C'est des gens qui eux-mêmes voient que les enfants à qui il enseigne, ils sont mieux intégrés qu'eux. Ils parlent le français mieux qu'eux. Ils parlent l'allemand mieux qu'eux. Ils parlent l'italien mieux qu'eux. Ils parlent l'espagnol mieux qu'eux. Ils parlent l'anglais mieux qu'eux. Et alors ils se mettent à culpabiliser les enfants. À les mettre en garde contre la culture impie diffusée par l'école. Et vous imaginez l'enfant soumis au chantage de deux cultures. La culture qui lui demande l'obligation de ressemblance pour s'intégrer, pour avoir des droits de citoyen, et l'autre culture qui lui fait le chantage identitaire. Si tu réussis à l'école française, allemande, italienne, tu perds ton identité, tu deviens un impie. La culture impie, tu convertis. Vous imaginez les problèmes qu'on va se poser. Est-ce que les problèmes qui ont surgi dans les années 90 et à partir du tournant du 21e siècle, du 21e siècle, sont liés précisément à l'exacerbation, l'amplification des phénomènes migratoires. Parce qu'on a beau dire, la mondialisation a voulu simplement imposer la libre circulation des capitaux et des marchandises. Sauf que les humains sont obligés de suivre les richesses, le mouvement des richesses. La libre circulation des capitaux et des marchandises a eu pour conséquence la concentration des richesses à un pôle et l'explosion de la population à un autre pôle de la planète. Et depuis la nuit des temps, les populations ont suivi le mouvement des richesses. On parle de population indo-européenne, vous savez pourquoi? Les Américains, ils sont, comme les Canadiens, sont issus des populations indo-américaines. Il y a eu des glaciations, les grandes glaciations en Asie centrale. Et ces glaciations ont engendré un mouvement de migration de population pour aller vivre là où ils espèrent mieux vivre, où ils pensent pouvoir mieux vivre. Une partie est partie vers les plaines de l'Indus d'un côté, et l'autre est partie vers l'Europe. Sauf que ces populations avaient un fond, des origines communes, une culture commune, dont on retrouve les prolongements et dans la culture des populations qui se sont installées dans les plaines de l'Indus et dans la culture des populations qui se sont installées en Europe. Voilà. Et c'est normal. Les gens fuient les guerres, ils fuient les calamités, ils fuient la misère, ils fuient pour aller là où ils espèrent mieux vivre et quelles que soient les barrières, les difficultés qu'on imagine pour les empêcher de suivre le mouvement de la richesse lié à la libre circulation des capitaux et des marchandises, les populations suivent, y compris à la nage. Regardez comment la Méditerranée est devenue un grand cimetière. Au lieu d'être un pont entre les civilisations, comme on disait dans les années 60 et les années 70, elle est devenue le grand cimetière des populations venant d'Afrique pour aller en Europe. Et on dresse des murs aujourd'hui, à la frontière des États-Unis d'Amérique, à l'intérieur même d'un même pays, en Israël, on dresse les murs. Et on s'est félicité de la chute du mur de Berlin et on est en train de construire
notre mur aujourd'hui, à la faveur de cette mondialisation. Cette mondialisation aujourd'hui fait que des populations de trajectoires de vie, de culture, de religion, de traditions différentes sont obligées, forcées, n'ont pas le choix de faire autrement, de vivre dans les mêmes territoires, dans les mêmes cités, dans les mêmes rues, dans les mêmes quartiers, dans les mêmes immeubles, avec en même temps l'exacerbation de tous les préjugés xénophobes, avec la montée des mouvements que je désigne tous, comme je l'ai appelé dans la conférence que j'ai faite à Laval, qui procèdent de la révolution conservatrice à l'échelle planétaire. Tous les mouvements identitaires, tous les mouvements de repli sur une identité qu'on veut pure et pire, c'est des identités meurtrières. Vous voyez comment je me rattrape. Mes problèmes d'accent. Je dis pire, et après je dis oui, pire et pur. Je voulais dire pur en réalité. Donc, aujourd'hui, ces mouvements sont exacerbés par quoi? Par la logique néolibérale à l'œuvre dans la mondialisation. Le néolibéralisme qui a triomphé, commencé à triompher à partir des années 70, 80, c'est le dogme essentiel, c'est pas de rôle social de l'État, moins de services publics. Désengagement de l'État de son rôle social, donc remise en cause de la théorie de Keynes qui a triomphé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le néolibéralisme dit, comme disait Reagan lors de son investiture, l'État n'est pas la solution, l'État c'est le problème. Il faut que l'État se désengage. Et ça, aussi bien dans les pays du Sud et surtout avec les politiques de réajustement structurel, la vérité des prix. Donc, la santé publique est bradée, l'enseignement public est bradé, tout le rôle social de l'État donc recule, et qu'est-ce qui reste? Aux victimes de la logique libérale, il reste le repli, les solidarités de proximité, de communauté, et la peur de se perdre, de perdre ses solidarités, de perdre son identité, et donc les replis identitaires, le repli sur des identités meurtrières, pour reprendre l'expression, et chez tout le monde. Chez tout le monde. Et le néolibéralisme s'accommode de cela, parce que pour le néolibéralisme, il vaut mieux, quitte même à subventionner les communautés, il vaut mieux des gens qui demandent la charité que des gens qui tapent du poing sur la table et qui disent « c'est mon droit et je veux mon droit ». Et donc, les idéologies conservatrices qui adoptent toutes les révolutions, toutes les expressions des révolutions conservatrices en Inde, au Brésil, en Russie, en Hongrie, en Pologne, en Turquie, en Tunisie, adoptent leur modèle économique et le néolibéralisme. Toutes sont contre le rôle social de l'État. Et donc, ce mariage entre le néolibéralisme et la révolution conservatrice qui s'exprime dans des paramètres religieux, par endroits culturels, dans d'autres endroits tribaux, dans d'autres endroits. Benjamin Barber parle du retour des tribalismes. Le temps des tribus, voilà, Mafizoli parle des temps des tribus, qui est le temps de la mondialisation, donc ultralibérale, ça va ensemble. Donc, et je vais conclure là-dessus,
Mais le problème des communautarismes a ceci en commun avec le néolibéralisme, c'est la remise en question de tout ce qui est universel. L'universalité de l'humain, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des membres de communautés. Avant d'être des humains, nous sommes des membres des communautés. Au lieu de dire, avant d'être membre de telle ou telle communauté, je suis un être humain, et je peux donc me solidariser avec l'être humain appartenant à une autre communauté, et on formule nos droits en apparence en termes de droits humains, mais en réalité en droits opposés aux droits des autres. Les droits humains, c'est d'abord mes droits à moi. Mes droits à moi en tant que femme, mes droits à moi en tant qu'homme, mes droits à moi en tant que noir, mes droits à moi en tant qu'hindouiste, mes droits à moi en tant que bouddhiste, mes droits à moi en tant que LGBT, mes droits à LGBT, c'est déjà, ça regroupe beaucoup, ça peut se diviser, etc. Donc, dans tous ces mouvements qui sont légitimes, très important de le dire, ce n'est pas pour les remettre en question de leur légitimité. Il faut mettre fin à cet universalisme négateur des particularités. Mais le particularisme ne doit pas être formulé comme en opposition avec l'universel, avec des droits universels, valables pour vous et pour moi, valables pour les autres et pour moi, pour le différent, et pour l'autre différent et pour moi-même. C'est cette opposition, cette guerre des particularismes, cette guerre des communautés exclusives, repliées sur des identités exclusives, qui pose un problème à la gestion de la diversité. Gérer la diversité, on ne peut pas, il faut l'admettre, on ne peut pas revenir à l'obligation de ressemblance. On ne peut pas revenir à ce pseudo-universalisme qui érige ce qui est particulier à un groupe comme l'étalon de l'universel, et ceux qui ne s'y plient pas sont exclus de l'universel. On ne peut plus y revenir. Mais en même temps, le droit à la différence ne doit pas remettre en cause l'universel, ne doit pas mettre en cause les droits universels de tous les humains. Au nom de ma communauté ou de la culture de ma communauté, je ne peux pas remettre en cause les droits humains qui sont universels. C'est cette équation-là qui est aujourd'hui difficile à trouver, hein? Très difficile même de définir l'universel. Qu'est-ce qui est universel? Vu l'histoire des faux universaux qui ont dominé jusqu'à maintenant, les gens se méfient de la définition d'universel. Ils s'en méfient, mais en même temps, pour faire leur droit, ils s'y réfèrent. L'hindouiste qui réclame son identité d'hindouiste, quand il est persécuté en Grande-Bretagne ou ailleurs, il dénonce ce qui lui arrive au nom des droits humains universels. Le musulman persécuté ou discriminé dans quelque endroit dans le monde, et en premier lieu dans des pays musulmans, quand il est persécuté, il ouvre le parapluie des droits humains, il arrive au pouvoir, il les oublie. C'est ça, c'est justement. Et donc, pour se vivre, pour construire cet universel, il faut lui trouver des fondements dans les cultures de tous les peuples, et il en existe. Je travaille justement sur cette question de la gestion de la diversité dans l'Afrique subsaharienne, dans le Tombouctou Institute, et j'ai conçu tout un programme d'éducation en ligne, par Internet, mais aussi par des formations destinées aux enseignants, destinées aux jeunes, destinées aux femmes, destinées aux acteurs religieux, destinées aux journalistes, éducation à la diversité culturelle et religieuse et aux droits humains. On ne peut pas parler de la diversité, des droits des minorités, des droits des groupes particuliers, des droits des communautés, en oubliant les droits humains. Il faut lier les deux. Il y a un travail d'éducation, et ce travail est important
pour renouveler nos modèles de gestion de la diversité qui sont aujourd'hui en crise du fait de la mondialisation néolibérale qui remet en cause le rôle social de l'État et les solidarités construites grâce à l'aide de l'État et grâce aux services publics, mais aussi on a besoin d'une éducation à la diversité culturelle et religieuse. Donc lier les deux, et on ne peut pas promouvoir de nouveaux modèles supérieurs à ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant sans combattre et le néolibéralisme et toutes les formes de révolution conservatrice qui sont à l'œuvre dans tous les replis communautaires à l'échelle planétaire. Merci pour votre patience. Merci mes collègues pour votre patience.